Hissène Habré, à nouveau derrière les barreaux. L'ancien président du Tchad, en exil au Sénégal depuis les années 90, retourne en prison après l'expiration d'une autorisation de sortie de 60 jours, une liberté sous surveillance dans sa résidence dakaroise accordée en raison de la pandémie de coronavirus Covid-19. La nouvelle a été confirmée par son épouse Fatima Raymond Habré. C'est tout à fait vrai, le retour en prison de Hissène Habré, a-t-elle déclaré. La permission de sortie de 60 jours a pris fin samedi. Il y a quelques jours, une démarche de renouvellement de cette permission a été initiée par nos avocats auprès des juges d'application des peines. Mais elle s'y est opposée en évoquant deux raisons. Premièrement, il faut que le président Hissène Habré réintègre la prison avant de demander un renouvellement d'une autre permission. Deuxièmement, il ne pourrait procéder à la demande de la dite permission qu'après 1 mois en prison. Autrement, il faudrait attendre le 6 juillet prochain pour refaire une demande, a-t-elle conclu. Le 30 mai 2016, Hissène Habré a été condamné par les chambres africaines extraordinaires mises en place par l'Union africaine à la prison à perpétuité pour des crimes contre l'humanité, crimes de guerre et torture, notamment pour des faits de violence sexuelle et viol. En sus, il doit allouer un montant de 82 milliards de francs CFA à 7 396 victimes identifiées. Il a été condamné en appel en 2017 à la prison à perpétuité à Dakar par les chambres africaines extraordinaires pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité durant son régime au Tchad entre 1982 et 1990. I can't breathe. I can't breathe. I can't breathe. The law says that if you are going to organize such an event, you need to... La loi stipule que si vous organisez un tel événement, vous devez en informer la police dans les 5 jours. C'est ce que nous avons fait. Et puis, la police est venue nous dire qu'elle n'était pas au courant et que ses supérieurs hiérarchiques lui avaient demandé de nous arrêter. Ils ont donc arrêté notre chef, Ernesto Yeboah. Et nous sommes tous venus ici. S'ils veulent l'arrêter, ils doivent aussi nous arrêter tous. Parce que nous n'irons nulle part tant qu'il ne sera pas libéré. Keep all of us, because we are not going anywhere until he's released. This justice is not just for George Floyd, but... Cette justice n'est pas seulement pour George Floyd, mais aussi pour les filles Tadi, pour Armo, pour tous les gens que la police a brutalisés dans ce pays. Ailleurs en Afrique, ailleurs dans le monde, partout où vous allez. La justice quelque part, la justice partout. C'est pour cela que nous pleurons. La République démocratique du Congo a des amis. Et parmi ces amis figure l'Union européenne, qui est un ami fort de votre pays, qui veut soutenir votre pays dans sa lutte contre les épidémies. Beaucoup de choses, c'est le matériel humanitaire, mais aussi le matériel médical pour soutenir les efforts de la République démocratique du Congo de faire face à la pandémie de coronavirus. 60e anniversaire de nos relations diplomatiques. Alors c'est un important anniversaire. Il y a des décennies que nous avons coopéré très étroitement. Ça va continuer. C'est pour ça que nous sommes arrivés avec ce vote. Éminente figure religieuse et tenant d'un islamiste rigoriste, Mahmoud Dicko est un des principaux responsables de cette coalition. Autrefois proche du président Keïta, cet imam récemment entré en politique est devenu un critique virulent du pouvoir. Une délégation de la communauté internationale a rencontré l'imam Dicko dimanche en présence de représentants de la coalition, a indiqué celle-ci dans un communiqué précisant qu'étaient présents des responsables de la mission de l'ONU au Mali, de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et de l'Union africaine. La communauté internationale voulait avoir des informations relatives à notre objectif et puis jouer à la médiation, a précisé une source proche de la coalition. Cette réunion fait partie des rencontres régulières de la MISMA dans le cadre des bons offices, a déclaré le porte-parole de la mission onusienne, Olivier Salgado. Le chef de la MINUSMA, Mahmoud Saleh Anadif, avec des représentants d'organisations régionales, a rencontré certains organisateurs de la manifestation, mais aussi des représentants des autorités nationales pour trouver le moyen de renouer le dialogue, a poursuivi Salgado. Au lendemain de cette réunion,
La coalition anti-pouvoir a néanmoins réitéré lundi son appel à la démission du président malien. Réunis au sein de la plateforme Nous le Peuple, des partisans du président Keïta, hommes politiques, partis et associations, vont de leur côté organiser vendredi un meeting pour soutenir le président démocratiquement élu et les institutions, a déclaré le porte-parole de l'organisation. C'est dans un communiqué de la présidence burundaise que les autorités ont annoncé le décès inopiné du président Pierre Nkurunziza, survenu à l'hôpital du cinquantenaire de Karuzi suite à un arrêt cardiaque. Il y était hospitalisé depuis samedi après un malaise. Le test détaille les derniers jours du président Nkurunziza. Après avoir assisté à un match de volley-ball le samedi 6 juin, il a, dans la nuit du 6 au 7, ressenti un malaise et s'est vite rendu à l'hôpital. Le dimanche, son état de santé s'est amélioré et il s'est entretenu avec les personnes qui étaient à côté de lui, poursuit le communiqué. À la très grande surprise de chacun, dans la matinée du lundi 8 juin 2020, son état de santé a brusquement changé avec un arrêt cardiaque. Malgré une prise en charge intense, continue et adaptée, l'équipe médicale n'a pas pu récupérer le patient, ajoute le communiqué, précisant que l'équipe médicale pluridisciplinaire a tenté pendant plusieurs heures de le réanimer. On ignorait ce mardi si l'arrêt cardiaque auquel a succombé Nkurunziza est consécutif à une infection au Covid-19. Son épouse était récemment admise à Nairobi puis être soignée, certaines sources à Bujumbura affirmant qu'elle avait contracté le nouveau coronavirus. Âgé de 55 ans, Pierre Nkurunziza présidait aux destinées du Burundi depuis 2005. Le 20 mai dernier, son successeur et dauphin désigné, Évariste Ndayishimiye, a été élu pour le remplacer à la tête de l'État, Pierre Nkurunziza ayant décidé de ne pas se représenter. Son mandat devrait se terminer en août. Selon l'article 81 de la Constitution, c'est le président de l'Assemblée nationale, Pascal Nyabonda, qui devrait assurer son intérim. On est tous surpris. On n'y croit pas. Je ne comprends pas. Je n'arrive pas à y croire. Ce que je retiens de lui, c'est qu'il était courageux. Il savait tout contrôler, quelle que soit la gravité de la situation. J'ai été attristée par cette nouvelle. Je souffre énormément car on accouche gratuitement. Nos enfants vont à l'école gratuitement. On est profondément touchés. Il était important pour le Sénégal de marquer le coup, d'organiser cette manifestation. Mais aussi et surtout, il est important de dire à tous les Africains d'assumer leurs responsabilités. Si on veut que les Noirs soient respectés partout à travers le monde, il faudrait que l'Afrique soit grande, il faudrait que l'Afrique soit souveraine, il faudrait que l'Afrique soit forte pour faire respecter ses fils et ses filles partout à travers le monde. Il fallait être là aujourd'hui pour exprimer toute notre solidarité à nos frères et sœurs afro-américains, pour leur dire oui, que le continent mère, que l'Afrique mère est avec nos frères et sœurs afro-américains, mais aussi et surtout dire de manière très claire qu'au-delà de la violence policière, ce qui est en cause, c'est un système structurellement raciste, c'est un État qui est raciste de manière systémique. Je dis que nous avons été particulièrement déçus de voir que nos dirigeants n'ont pas pu même faire un tweet pour manifester leur solidarité aux Noirs américains, qui représentent aussi la 6e région d'Afrique, la diaspora. C'est intolérable, c'est inacceptable. C'est inacceptable parce que c'est cruel, c'est inacceptable parce que c'est raciste, c'est inacceptable parce que c'est injuste. Mais s'il est mort pour ça, mais il est mort pour nous. Ça veut dire que nous sommes tous des George Floyd. La Côte d'Ivoire compte 25 millions d'habitants avec une population très jeune et plusieurs millions d'étrangers résidents. Il n'existe pas de statistiques récentes et fiables sur le nombre exact d'Ivoiriens majeurs de plus de 18 ans.
Alors que la présidentielle doit se tenir en octobre prochain, la Commission électorale indépendante a lancé ce mercredi la révision annuelle des listes électorales. Le processus, qui doit durer 15 jours, vise à enrôler les électeurs qui n'y sont pas encore enregistrés, comme les nouveaux majeurs ou ceux qui n'avaient pas jugé utile de voter jusqu'à maintenant. Selon la commission électorale, près de 5 millions de personnes en âge de voter ne figurent pas sur cette liste. Une liste qui comptait l'an dernier 6 600 000 inscrits. Et pour cette opération sensible dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, qui a connu des élections émaillées de tensions et de violences depuis 20 ans, 35 000 agents de recensement seront déployés sur plus de 10 800 centres, plus une centaine à l'étranger pour la diaspora, selon la commission électorale indépendante. Mais au premier jour du processus, ce mercredi, les foules ne se sont pas ruées dans les centres d'enrôlement, ouverts pour accueillir ceux qui veulent s'inscrire pour la première fois, ou changer de lieu de vote, ou encore vérifier qu'ils figurent sur la fameuse liste. À noter que les cartes d'électeurs seront disponibles en septembre, selon la commission électorale. Depuis près de 3 ans, des groupes séparatistes et l'armée s'affrontent dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun où vit l'essentiel de la minorité anglophone, dont une partie s'estime marginalisée par la majorité francophone du pays. L'armée avait initialement parlé de malheureux incidents avant que Yaoundé n'admette mi-avril qu'au moins 10 enfants et 3 femmes avaient été tués. L'Organisation des Nations Unies avait évoqué la mort d'au moins 23 civils, dont 15 enfants et 2 femmes enceintes dans la nuit du 13 au 14 février. Les 3 soldats camerounais arrêtés mi-avril ont été inculpés notamment d'assassinat, a déclaré le porte-parole de l'armée. 2 mois durant, Yaoundé avait nié la tuerie et le bilan de l'ONU. Le massacre avait provoqué un tollé international avec notamment l'intervention de la France alliée de Yaoundé et ancienne puissance coloniale. Au thème de cette enquête, mi-avril, le pouvoir reconnaissait enfin que 3 militaires incontrôlés et désobéissants aux ordres avaient tué, avec l'aide de supplétifs, 10 enfants et 3 femmes, puis tenté de masquer les faits par des incendies avant de falsifier leur rapport.